Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je teste une nouvelle station d'énergie d'une nouvelle marque que je ne connaissais une fois de plus pas. Il semblerait qu'il y ait pas mal de monde sur le marché quand même. Alors, cette fois, c'est la marque Crayfuel, Crafuel en français. Alto 1200 le modèle. Donc on est sur une station d'énergie délivrant 1200 watts avec une capacité de 1080 Wh. Donc on va dire qu'on est sur l'intermédiaire dans les stations portables. On a plus gros, puis après on a sur roulette, et puis après on a plus petit, puis après on a vraiment très petit. Donc ouais, pour moi ça c'est un modèle intermédiaire. D'ailleurs il pèse pas trop lourd, je crois dans les 11 kg, 11 kg 7 ou quelque chose comme ça. Puis on va la découvrir ensemble, comme ça vous pourrez voir en comparant avec d'autres modèles, d'autres vidéos, d'autres tests, si c'est un modèle qui peut vous convenir ou si vous vous orientez vers autre chose. Allez, c'est parti. On va la déballer de suite. Non, descends. Mode d'emploi, j'imagine un guide rapide parce que sinon c'est pas très développé. Qu'en anglais. Câble d'Alim. Alim. Protection. Plutôt bien protégé pour le transport. Station d'énergie. Et visiblement c'est tout ce qu'on a. Donc je vais y aller freestyle pour découvrir ça en même temps que vous. Bon, le format. Comme d'habitude, il faut que ça soit pratique. Donc un format parallépipédique. À quand une station d'énergie sphérique? Deux ventilateurs de refroidissement derrière. Rien sur le côté droit. Rien sur le côté gauche. Tout en façade. Apparemment un éclairage, je pense. Peut-être un autre derrière. Et puis en dessous, des pieds antidérapants en caoutchouc. Et quelques détails techniques. Vous pouvez mettre pause là-dessus pour lire les infos. Toutes les tensions de sortie. Éventuellement les puissances. Et bien sûr en entrée également. Alors on va... Bon là vu qu'il est mal collé. Normalement vous savez j'aime pas enlever ces trucs. Mais là je vais être obligé de l'enlever. On va la démarrer. L'allumer. Oh mais il y avait un autre derrière. Oh trop bien, il y avait une autre protection. Génial. Bon. La marque de la bête. 71% de charge. Ça, c'est indirect. Non, le truc se met en veille très rapidement. Alors vu qu'on a que ça comme mode d'emploi, voilà, je pense que ça va être assez simple. On va regarder vite fait l'éclairage. Donc il a un éclairage des deux côtés. C'est la première fois que je vois ça sur les stations que j'ai testées. Ah, avec une deuxième intensité. Une troisième. SOS. Stroboscope. Et éteint. Je vais éteindre la lumière pour voir un peu. Ah, si j'appuie sur le bouton de la lumière sans rester appuyé dessus, ça me rallume l'écran. Il faut rester appuyé dessus 3 secondes. Voilà l'éclairage. Premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau. Et est-ce qu'on peut éteindre? Donc ça c'est quand même pas mal d'avoir un éclairage, voilà, un éclairage intégré des deux côtés. Est-ce qu'on peut l'éteindre direct sans passer par les modes stroboscope? Par contre on est un peu ébloui pour voir les commandes. Non, on peut pas. Donc il faut appuyer vite alors. Bon, faut faire gaffe si on allume la lumière dans la tente ou le camping-car avec du monde et qu'on met le stroboscope d'un coup, ça peut les stresser. Donc là déjà première caractéristique assez intéressante, parce qu'au fur et à mesure que je découvre des stations d'énergie, c'est quelque chose que je reproche à celles qui ne l'ont pas. Une lumière intégrée, c'est quand même hyper pratique. C'est pas parce qu'on a toute une source d'énergie qu'on a forcément une autre source d'éclairage avec ça. Donc là, si l'éclairage peut être intégré, au moins pour dépanner, ça, je trouve ça vraiment très bien. Ça a l'air d'être en métal, tout le boîtier. Et puis le dessus, les poignées et le dessous
en plastique a priori costaud. Alors on a des sorties USB classiques, hein, de l'USB 2, USB 3.0, USB-C jusqu'à 100 watts chacun, 3 sorties courant continu 12 volts, 2 prises 220 courant alternatif, une entrée comme ça solaire je pense, ou peut-être avec une autre batterie, et une entrée comme ça 5 à 28 volts 6 ampères, et 2 sorties en 12 volts type allume-cigare. Si j'appuie directement, est-ce que ça s'active? Non, il faut allumer le panneau, il faut rester appuyé dessus. Est-ce que si je l'éteins et que je reste appuyé là-dessus, ça l'allume automatiquement ou pas? Non, il faut l'allumer. Ok. Ah, il fallait appuyer juste un coup. Ah, c'est lui qu'il faut insister. Alors cela, une simple pression suffit et le 220, non. Puis en fait, on reste appuyé et ça met en route le convertisseur. Alors moi ça va m'intéresser de suite parce que j'ai des choses à charger, notamment mon booster qui est à 0, parce que j'ai essayé de démarrer mon camion tout à l'heure, ça n'a pas marché. C'est le froid est là, il galère de nouveau. Donc je vais le brancher. On va voir. Alors lui il a un mode de charge rapide. Tiens, les deux... Ah non mais il était à 71%, bon il m'a fait un truc bizarre. Les deux à 71, impeccable. Il sort 66 watts. Des fois, quand ils ont froid, qu'ils ont fait des démarrages, c'est bizarre, ils mettent un affichage erroné, j'ai l'impression. 65 watts, pour l'instant, aucun bruit. J'ai aussi le chargeur de mon appareil photo à brancher, ma deuxième batterie, qui pareil aime de moins en moins le froid. Non, elle a quand même de l'âge. Ça va pomper combien en plus? Bon, pas tant que ça. Mais il s'est bien lancé ou quoi? Tu consommes pas qu'un watt quand même. Bon, ça n'a pas l'air trop gourmand. Peut-être il n'est pas encore parti. Allez. Donc là, bon, on voit s'il y en a un truc volumineux, ça peut éventuellement cacher l'écran. Si on le met ici. Et vers le bas, on peut pas. Donc le positionnement n'est pas forcément... Des fois, ils les mettent de travers. Je pense que c'est mieux quand on a quelque chose d'un peu long. Des fois, ça peut être aussi gênant, mais en principe, c'est souvent mieux. Là, on voit qu'avec un gros chargeur, ça peut condamner aussi. Par exemple, une sortie allume-cigare. Le bouton, il est un peu moins accessible. Donc, je sais que c'est quelque chose à voir. Tous les chargeurs ne sont pas comme ça, mais voilà. Donc là, on a 2 prises. C'est relativement limité. Je vois que là, sur une version peut-être américaine ou asiatique, je sais pas, il y a plus de prises. Donc, version européenne, on semblerait qu'on en ait que 2. Je le laisse me charger ces trucs-là. Et je vais le charger, lui, en même temps, sur secteur. Comme ça, on va tester directement et voir comment il se comporte en charge, s'il ventile tout le temps ou s'il est assez silencieux. Là c'est branché au réseau sur la lime et la lime on la met ici. Donc normalement, bon, c'est une question qu'on m'a déjà posée par rapport à d'autres stations. Oui bien sûr on peut tout à fait l'utiliser, charger des choses dessus pendant qu'elle est chargée, que ce soit solaire ou que ce soit via le réseau. Ah, du coup c'est plus lui qui charge maintenant, ça passe par le réseau et on voit qu'il y a juste 80 watts qui rentrent. Il semblerait pas qu'il ait un mode de charge rapide, on dirait. Je sais pas combien de temps une charge met à se compléter. C'est succinct, celui-là, il y a vraiment très peu d'indications. Après, ça peut être bien. Hein. Ça peut être bon signe s'il n'y a pas trop de choses à trafiquer. 80 watts en entrée, 246 minutes pour charger. Donc, temps de charge quand même assez long. Ouais, même bien long. Et est-ce que ça s'accélère si je débranche les trucs que j'ai dessus? Ah oui, d'accord, ça s'accélère quand même. Ouais, et là, il pompe. Il reçoit 162 watts. Ça nous fait quand même encore plus de 2h30 de temps de charge. Seulement à partir de 70%. Alors, je vais lui débrancher ça. Je vais rebrancher mes appareils. Il n'y en a pas pour 3 plombes non plus à charger ça. Je vais revenir voir. D'ici là, on verra s'il a soufflé un peu. Et après, je le chargerai lui complet. Donc déjà, un gros booster. Une toute petite batterie. Bon, ça c'est négligeable. Mais ça, c'est quand même un gros booster qui fait 32 000 mAh. Donc 32 ampères. 32 ampères-heure de capacité. On va voir combien ça nous laisse. J'ai pas pu venir voir pendant la charge. Donc je sais pas s'il a ventilé.
Bon, lui il est à fond, lui il s'est éteint et il reste 65%. Si on allume la lumière, est-ce que on voit combien elle consomme? Ah oui, quand même. Donc 7 watts au niveau maxi, donc qui éclaire des deux côtés. En mode stromboscope, mais on va pas le laisser allumer. Alors maintenant je vais le recharger à fond. Et là je vais essayer de venir voir s'il se met à ventiler pendant la charge. Il a aussi un emplacement pour charger par induction. Moi j'ai pas d'appareil qui permette ça, qui se charge comme ça. Il peut délivrer combien de watts celui-là? 15 watts, 11,7 kg. On regardera aussi bien sûr les panneaux solaires. Alors c'est minimum 18 volts. Et ils m'en ont envoyé un avec, je crois que c'est, oui, que c'est leur marque. Donc on regardera ça, mais aujourd'hui le temps n'est pas terrible pour ça. Le soleil est quelque peu absent. Pour le moment, toujours aucun bruit de soufflerie. Pas du tout de point chaud ou que ce soit. En même temps, il n'y a pas grand chose qui rentre. 172 watts, la lime est tiède. Et là, on voit qu'elle est donnée pour 180 watts max. Donc on n'est pas loin de ce qu'elle peut donner maximum. Et je doute qu'il se mette à souffler. De toute façon, moi je vais rentrer. Je le laisse charger la nuit. Et demain, ou dès que possible, je vais tester dessus le décapeur thermique. Parce que j'en ai besoin pour essayer de démarrer mon camion. Vous verrez pourquoi. Si vous ne connaissez pas encore, je vais essayer de voir si ce frigo tourne dessus. Normalement, aucun problème, mais on va quand même faire le test. Et puis bien sûr, on va tester 2-3 autres trucs encore. Allez, bonne nuit, Crafuel. Le lendemain, bien sûr, chargé à bloc, je peux le débrancher. Là, j'ai sorti le panneau qui propose, donc 100 watts. On regardera ça plus tard parce que pareil, c'était pas une journée trop propice. Il s'est mis à faire beau, mais il n'y a déjà plus de soleil. Par contre, je vais essayer de démarrer mon camion, comme je vous disais. Et une des astuces que j'ai pour le démarrer, parce qu'il a des gros problèmes à froid, il a voilà, un problème de compression qui se barre dans le bas moteur à cause des segmentations usées. Je vais utiliser ça pour alimenter le décapeur thermique et voir si ça peut me permettre de l'aider à démarrer, parce que quand je lui envoie de l'air bien chaud dans l'admission, ça va mieux en général. Je vais le mettre à côté. Le décapeur, je le fiche dans l'admission, puis on va voir si je peux faire quelque chose. Voilà, il est en place. En général, je le mets comme ça. Comme ça, il peut bien envoyer de l'air chaud. Il est éteint. Là, c'est bon. Allez, je le mets au max. Combien il tire? Il est monté à 1800, 1700. Ah là, on est au-delà. Il va peut-être... Ah ça, il ventile. Il a coupé. Ça tirait un peu trop quand même. Alors, attendez, je vais l'éteindre. Là, au max, ça tirait un petit peu trop. Donc, il a interrompu le courant. C'est très bien. C'est que la sécurité de surintensité fonctionne. Et on évite ainsi une surchauffe. Je peux le réactiver. Ben, je vais essayer de ne pas le mettre au max. Alors, si je le mets sur 2 peut-être. Ouf. Là, je vais être un peu limite. Ouais, il risque de se couper à nouveau. Je vais baisser un peu la température. Voilà, là, ça oscille avec la résistance qui se lance et qui se coupe. J'ai quand même de l'air chaud, donc je vais quand même essayer, mais bon. Normalement, je le mets à pleine puissance. On va voir si ça lui suffit.
Et normalement ce qui aide aussi c'est de mettre le booster en plus, que maintenant j'ai chargé à bloc. Oh bah voilà, ça lui a suffi. Ah putain, hier j'ai essayé plein de fois, enfin jusqu'à ce que le booster m'affiche bizarrement 0 alors qu'il y avait 71. Mais là avec de la chaleur, ben ça fonctionne. Mais il aime pas ça. À froid là. Bon, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que dans une situation bizarre, là j'ai le garage à côté, j'aurais pu tirer une rallonge. Mais si je m'étais garé sur mon autre terrain où j'ai pas du tout d'électricité et que j'avais besoin de faire cette technique pour démarrer, ben voilà. Voilà une solution que j'aurais pu mettre en œuvre. Ouais, il fume quand même un peu moins qu'avant. Ceux qui le connaissent, vous avez vu pire. Hein, et donc là, il maintient le truc. Bon, là, on n'entend plus rien. Je sens qu'il ventile. Mais entre le camion et... Enfin, surtout le camion maintenant. Voilà. Ah, regardez, tout de suite, il aime moins. Alors que je lui redonne du chaud. Bon, ben, je vais le laisser tourner un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est vraiment un bon truc de dépannage pour moi ou pour des gens qui pourraient être dans cette même situation. Hein, si vous visez un peu l'autonomie et que vous avez un vieux camion, un vieux camping-car avec un moteur ancien comme ça, ben, ça peut dépanner aussi pour ce genre de choses. Donc prochain truc qu'on va tester après c'est le frigo. Bon, ça c'est juste par curiosité. Mais il n'y aura aucun problème. Staspi, je crois qu'il pompe un peu trop. Il était plutôt dans les 1600, donc l'autre il va couper. On a vu que ça coupait. Et il n'est pas conçu pour aller vraiment au-delà de 1200 watts. Enfin si, on a vu qu'il a tenu un petit peu au-dessus, vers 1008. Mais il n'a pas la technologie comment on pourrait dire ça, la capacité de pouvoir gérer une puissance plus importante pendant un peu plus longtemps que sa puissance nominale. Regardons maintenant pour ce bon vieux frigo soviétique des années 80 qui fonctionne toujours. Alors, je viens de débrancher, il ne tournait pas, donc je ne sais pas s'il va se lancer. Attends, hop. Allez, lance-toi frigo. Non, il a dû tourner il n'y a pas longtemps. Ouais. Je vais le laisser débrancher encore un petit coup. Puis après on remettra. Donc sinon, là avec le décapeur, ça me disait, effectivement l'autonomie qui restait, ça disait à peu près 65 minutes, parce qu'on était un petit peu en dessous des 1000 watts, et on a perdu 4% dans cette opération. Ah, il n'a pas réagi ultra vite, donc on n'a pas vu la puissance tirée au démarrage. Là si je le mets sur 7... La molette de réglage du froid dans le frigo, ça joue pas sur la puissance que tire l'appareil, ça joue sur la fréquence à laquelle le compresseur va se lancer. Voilà, là, il nous indique la conso et il fait une estimation par rapport à ça de la durée pendant laquelle on va pouvoir utiliser l'appareil. Sachant qu'un frigo, ça se lance, ça se coupe, ça se lance, ça se coupe. Si ça tournait en permanence, à ce rythme, ça ferait 378 minutes. Donc ouais, 6 heures quoi. Un peu plus de 6 heures. Pour une glacière électrique par exemple, ce sera pas un problème. Et si la journée on a un panneau solaire, un ou plusieurs panneaux solaires qui peuvent faire tourner le frigo, en fait on en aura surtout besoin la nuit. Allez, je vais le tester sur la cafetière parce que j'ai envie d'un café maintenant. Et j'ai encore jamais testé avec une cafetière. Mais l'occasion se présente, alors allons-y. Ah oui, quand même. Ah parfait. Là, on entend le bruit. Donc je pense pas que ça ira au-delà en termes de ventilation. Mais c'est quand même bruyant là. Ouais, ça souffle bien des deux. Les entrées d'air sont donc là.
Donc on va peut-être éviter de poser le pain dessus, la baguette et tout avec les miettes qui rentrent. Ça pourrait être un... Ouais. Pourrait être un point négatif, ce genre de grille. Ça devrait plutôt glisser devant, mais bon, à voir. Genre d'appareil qu'il faudra peut-être ouvrir de temps en temps. Donc là chauffe, il a arrêté de clignoter donc il est chaud. Pour autant lui il ventile toujours. Et pourquoi il me dit plus que 3 watts? Parce que là il doit consommer plus quand même. Ah. Bon, je l'ai toujours pas fait. En attendant, j'ai cassé quelques noix, j'ai fait 2-3 autres bricoles. Et toutes les minutes à peu près, visiblement la cafetière envoie un coup de chaud, mais très court. Enfin, en tout cas, lui, il affiche pendant très peu de temps, vous allez voir. Et à chaque fois, il ventile un coup. Voilà. Mais il fait ça à peu près toutes les minutes. Bon, let's go pour le café. Il souffle. C'est le stress. On est proche de sa puissance max. Ah, juste en dessous quoi. Arrête de vibrer comme ça toi. C'est quand même bruyante. Hein. C'est de l'air froid qui sort. Hein. J'ai l'impression qu'il fait un peu du zèle parce que là derrière c'est même pas du tout de l'air chaud. A priori c'est pas le genre de station d'énergie qui va surchauffer. Hein. Voilà, donc je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Mais en tout cas, c'est assez bruyant et l'air est frais. Je vous donne des indices pour comparer. Bon, ça suffit maintenant, tu peux t'arrêter, non? Ah, merci. Il y a peut-être une commande vocale, je ne sais pas. Voilà, j'ai dû prendre de la hauteur sur le terrain parce qu'il n'y a plus de soleil en bas. Mais on va pouvoir faire une petite charge. Donc bon, ça se trimballe. On part pas en randonnée avec, ça c'est sûr. Mais c'est plus gérable quand même que les versions au-dessus qui tournent dans les 2000 watts, enfin qui fournissent dans les 2000 watts. Donc ça donne un petit peu plus de mobilité quand même. Alors je vais le mettre là. Le panneau, voilà, il est très simple, très simple. On va voir s'il arrive à capter 100 watts. C'est bien quand c'est très simple à utiliser. Il a l'air aussi simple que le X-Star 100 que j'avais testé, donc ça c'est cool. Alors je vais le mettre comme ça. Alors dedans là il y a la connectique, à savoir, ça c'est bien. Alors autant la station d'énergie elle arrive avec rien, sauf si c'était une erreur, mais moi j'ai eu que le câble d'alimentation. J'ai pas eu un câble allume-cigare et autres, donc là elle est livrée avec une bonne longueur de câble solaire, avec ce connecteur et celui-ci. On peut utiliser l'un ou l'autre et alimenter aussi différents appareils avec ces 3 adaptateurs. Alors par exemple, si on veut utiliser celui-là pour le brancher dans la station, il faut utiliser le gros, mais on peut le brancher aussi sur différents appareils. Donc ça c'est toujours bien d'avoir des petits adaptateurs. Et il y a aussi, je sais pas comment on appelle ça, un doubleur on va dire, pour pouvoir y brancher un autre panneau solaire en série par exemple. Ça c'est fourni. Alors je vais refermer, juste laisser sortir le câble dont j'ai besoin. Oui, parce que le panneau il est vendu pour différentes stations quoi. Hop, on va le mettre là, contre le talus. Je vais le mettre dans le sens où il y a les pieds, même si je ne vais pas les utiliser. Bon, il fait pas chaud, donc la station, j'ai pas besoin trop de la laisser à l'ombre, on va dire. Ça commence à cumuler. Ah mince, si je fais de l'ombre au panneau, ça va pas le faire. D'ailleurs, je vais le décaler. Voilà, j'ai pas du tout travailler l'orientation. 49 watts, 50 watts, je vais essayer de le placer un peu mieux.
voir combien on obtient. Je suis à 55 watts. C'est sûr que sur un terrain irrégulier, c'est pas forcément le plus facile à mettre en place. J'ai essayé de l'orienter en le tenant et en regardant pour voir quelle était la puissance max que je pouvais en tirer. J'ai pas réussi à dépasser 55 watts en l'orientant vraiment debout dans toutes les positions possibles. Et donc je crois pas qu'il ait un régulateur MPPT déjà. Et le panneau n'a pas l'air d'avoir le meilleur rendement qu'il soit. Je vais le comparer avec un autre pour voir. Alors pour voir si c'est le panneau ou si c'est la station d'énergie, je vais comparer avec celui-là. J'ai les mêmes branchements. Là, on est à 51 watts dans cette position exacte. Je vais le débrancher. Je le mets celui-ci juste devant, mais exactement dans la même position. Et on sera vite fixé. Voilà, même position. Ça m'intéresse quand même de voir ce qu'il en est. Ça grimpe. Suspense. Ah purée, non. Oula. Ok. Bon, ben là le verdict est clair. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Les panneaux peuvent avoir exactement le même look ou très très proche. Et il y a quasiment 40 watts d'écart sur un panneau de 100 watts. C'est un truc de fou. Et encore, ça se trouve si je l'oriente. Bon, du coup, ça casse le comparatif avec l'autre pour être dans la même position. Mais je le débranche. Je rebranche l'autre. Rien du tout. Je vais enlever celui-ci. Voilà. Attends, il fait un peu d'ombre. Voilà, totalement dégagé. Bah, comment ça se fait? Attends. Bizarre, hein? Je comprends pas. Il a fait une pointe à 74, puis redescend. C'est quoi ça? Et si je branche l'autre, je vais juste voir avec l'autre un libre. Merde, il faut que je mette le petit adaptateur. Donc les deux marchent a priori de la même manière. C'est pas possible de produire si peu là, comparé à l'autre. Et si je mets les deux? Non, c'est quand même pas ça le délire. Non, parce que c'est juste une bifurcation là-dedans. Et c'est super étonnant ça. Ben là il prend. Ok. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi c'est variable? Le soleil il est... Le ciel est nickel. Ouais. Il est bleu. Il n'y a pas comme l'autre jour où j'avais des voiles. Je vois pas pourquoi il n'y a aucune zone d'ombre. Des fois, si, il y a un brin d'herbe. Des fois, il suffit juste d'une ombre qui passe au mauvais endroit et ça peut foirer le rendement d'un panneau. Donc, je sais pas pourquoi il montait à 74 et puis d'un coup, il revient à ce stade. C'est trop bizarre. Pour la même position. Si je le redébranche, mais pourquoi? Bon, alors je suis presque sûr qu'il n'y a pas de régulateur MPPT, mais quand même par rapport à l'autre c'est très étonnant. Si je le remets exactement dans la même position, au même instant, qu'il n'y ait pas de variation de luminosité. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi avec l'un il arrive à garder la puissance et l'autre et ça rechute. Ça, je sais pas, à moins qu'il y ait un défaut dans le panneau. Bon, en tout cas, ça change radicalement le temps de charge là. Un peu plus de 2 heures avec celui-ci, et puis l'autre, c'était beaucoup plus. Voilà. Bon, en tout cas, le panneau pas concluant.
Bon bah malheureusement pour moi la charge est terminée maintenant, pas même depuis un moment. Voilà, le soleil il est derrière et on va bientôt plus le voir pendant 2 mois. Enfin, ça y est, tiens, au niveau de la maison c'est mort. Il faudrait que j'aille plus haut dans la forêt, il y a encore du soleil. Bon donc pas de souci pour recharger avec le solaire, très facile à mettre en place. Par contre le panneau pas convaincant. En tout cas fonctionnement bizarre, peut-être qu'il, je sais pas pourquoi ça a monté à 74 et après ça a bloqué. Mais de prime abord, ça inspire pas trop confiance quand ça fait ça. Le truc qui console, enfin, entre guillemets, c'est que par rapport à celui-là, lui, il est 2 fois moins cher. Donc vous allez me dire 2 fois moins cher, moitié de puissance, ouais, c'est quasi ça. Après, peut-être qu'il a un défaut, je ne sais pas. Et comme j'ai trouvé qu'une vidéo d'un gars qui testait une station d'énergie, une version plus petite que celle-ci, avec panneaux solaires, et j'ai pas vu combien lui il avait sorti, mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'est que 2 à avoir testé cette marque. Avant de conclure, je vais faire un petit test pour voir s'il a la fonction UPS, qui en anglais veut dire source de courant ininterruptible. Donc là, j'ai enlevé la batterie de cet ordi portable. Ah oui, qui est plus là. Je l'ai juste démarré. Là, il est en charge sur le secteur. D'ailleurs, il est en train de se recharger. Je pense pas qu'il ait la fonction. Mais on va voir. Si je le débranche, normalement, s'il a la fonction, il devrait prendre le relais automatiquement sur des appareils branchés dessus. Bon, ça c'est un adaptateur parce que c'était un ordi portable suisse. Alors, voyons voir. Bah oui, là. Ah, je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est pas mis en avant du tout. Parce que là, par contre, là, si je débranche, alors bon, pour avoir la preuve, donc là il est totalement débranché, on voit qu'il ne charge plus, on voit qu'il sort 12 watts. Là si je débranche, voilà. Donc il fait la fonction aussi. Donc ça c'est une bonne chose. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas mentionné. Donc peut-être qu'il fait aussi pur sinus. Sur les modèles inférieurs et je crois supérieurs aussi, il y a écrit ici le petit logo pur sinus. Donc pourquoi celui-ci intermédiaire ne l'aurait pas? Je ne sais pas trop. Donc là vous avez vu en direct qu'il fait parfaitement sa fonction de prendre le relais si une source d'énergie est coupée. Si vous avez quelque chose de branché dessus, que c'est branché au réseau et que vous voulez garder ces données. Bon, avec une station d'énergie de ce format, c'est plus rare. Ça serait plus avec une plus grosse pour dans une maison et puis avec des serveurs, des data centers, je ne sais quoi d'autre, d'électronique sensible aux coupures. Voilà, là c'est plus pertinent après pour même pour un ordi, hein, quand on travaille dessus, ça peut être bien que ça passe au travers. Si on est dans une région ou une période où il y a pas mal de coupures de courant, là c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. En France, on est quand même moins concerné, même si dans ma région, quand il y a pas mal de vent, ça peut être très crispant quand ça se coupe plusieurs fois dans une soirée ou dans une journée même. Bon, je vais conclure ce premier test de la Crave Fuel Alto 1200. Je l'intégrerai probablement dans un comparatif avec d'autres stations d'énergie du même format pour faire vraiment une comparaison. Là, c'était plus pour découvrir le produit, vous montrer ce qu'on peut faire avec, quelles sont ses limites a priori et les points positifs et négatifs. Donc j'ai fait une petite liste. On va commencer par le négatif. Non, on va commencer par le je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a un régulateur un peu pété. Je ne sais pas comment le savoir, peut-être qu'il y a moyen de très facilement de le déterminer. Mais c'est indiqué nulle part, sauf si je l'ai vraiment pas vu. Mais bon, c'est le genre de truc qu'on met en avant si c'est le cas. Donc je l'ai vu indiqué nulle part. Pareil, onduleur pur sinus, c'est pas indiqué et je sais pas exactement comment le déterminer. Mais vu que les versions inférieures l'ont et que la plus grosse, Alto 2000 je crois qu'elle s'appelle, qui est au-dessus, a aussi un onduleur pur sinus, pourquoi ça serait pas son cas? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas le noter? Donc ça, c'est des trucs un peu bizarres qu'il faudrait qu'ils mettent au clair, en tout cas sur leur site. Alors, les points négatifs, dont un que je n'ai même pas évoqué au cours du test, c'est qu'il s'agit d'une batterie lithium-ion. Alors, c'est un point négatif depuis peu, parce que les batteries LFP, lithium fer phosphate, sont en train de complètement prendre la relève sur les batteries lithium-ion. Les batteries lithium-ion, c'est celles qui ont, à grande échelle de distribution, la plus haute densité d'énergie
donc par rapport à leur volume. Donc le plus d'énergie dans le moins de volume possible, et c'est ce qui les permettait de faire des appareils plus compacts et un peu plus légers. En revanche, on est plutôt autour des 800 cycles, c'est ce qui est rapporté de charge-décharge. C'est quand même une très belle durée de vie, mais maintenant le lithium fer phosphate, ça renverse tout ça, puisqu'on est plutôt dans les 3000 et peut-être au-delà. Donc ça, c'est le point négatif. Je pense que c'est une génération un peu plus ancienne et que ils vont forcément, enfin s'ils veulent continuer d'exister, ils vont forcément devoir se mettre au lithium fer phosphate. Donc ça, c'est le point négatif par rapport maintenant à la concurrence qu'il y a. Et il n'y a pas de prise allume-cigare fournie dans ce modèle. Dans les modèles plus petits et plus grands, oui. Dans celui-ci, non. Je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est pas très clair sur le site. Ici, dans la packing list, donc la liste de ce qu'on a dans le carton, il montre que l'adaptateur secteur. Et il montre pas l'adaptateur allume-cigare. Donc effectivement, je l'ai pas eu, donc j'ai pas pu le tester. Mais sinon, on pourrait le recharger avec allume-cigare. Bon, ça c'est un peu dommage, ça coûte rien du tout. Il faut à tout prix qu'il le rajoute. Autre point négatif, la lime. Même si j'ai vu plus gros, c'est quand même une lime à se trimballer en plus. Donc on n'a pas juste un câble pour la recharger, on a quand même voilà, une lime qui rajoute du poids et du volume et voilà, de l'encombrement. De manière générale, sur leur site, ça manque un peu de clarté sur les produits. Pour les gens qui veulent avoir plus d'informations pointu, sur le site des fois on sait pas trop, justement comme pour le régulateur, comme pour l'onduleur, il y a des choses comme ça, c'est pas assez précisé, donc ça serait bien qu'ils se mettent à jour. La ventilation, même si elle se lance pas systématiquement, si on tire pas mal comme avec la cafetière que vous avez vu, et que la cafetière à chaque fois remet quelques centaines de watts pour garder la chaleur, et lui il va se mettre à ventiler à chaque fois. Donc il ventile pas entre, mais il ventile à chaque fois. Donc par rapport à ça, elle est assez bruyante et ça peut être gênant si on est justement dans un environnement type van, camping-car, tout ça, et qu'on a quelque chose qui tire pas mal dessus et qui risque de la lancer souvent. Donc la nuit par exemple, ça risque d'être un peu embêtant. Et le prix, je le trouve pas assez concurrentiel par rapport à ce qui peut se faire. C'est une fois de plus un peu délicat parce qu'il y a tellement de modèles différents que c'est pas toujours facile de comparer. Donc celle-ci, elle fait 1080 Wh et elle peut sortir 1200 watts. Et pareil, sur le site, ils ne disent pas qu'est-ce qu'elle peut sortir en crête. Mais on a vu qu'elle montait jusqu'à 1800, 1900. Et il ne faut pas que ça reste à ce niveau-là. Mais elle peut démarrer des appareils, donc comme le décapeur thermique au max. Là, ça allait. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu chère pour ce qu'elle propose. Si ce modèle vous intéresse, surveillez un peu s'il n'y a pas des promotions. Moi, j'ai un code promo dans la description qui fait caler, je crois, de 60 €. Je crois qu'il est de 5%. Je l'ai testé hier, donc j'ai vu que ça enlevait 60 € au prix. Donc ça la descendait de 1200 à 1140. Mais je trouve qu'ils sont quand même encore un petit peu chers, s'ils veulent rester dans la course. Dans les points positifs, elle a quand même tout ce qu'on peut rechercher comme connectique. Qu'est-ce qui peut manquer? Je vois pas trop. Non, elle a même la charge par induction, si vous avez un portable qui se charge comme ça. Donc en termes de connectique, elle est assez complète. Mais elle est très simple à utiliser. Je pense pas qu'il y ait plus simple. Enfin, vraiment, on l'allume. La lumière, c'est très simple. Il n'y a aucun bruit. Ça, pour moi, c'est un point positif qu'il n'y ait pas de bruit quand on appuie sur les boutons, parce que des fois, c'est le cas et on peut pas le désactiver. Si c'est pas un appareil qui a une appli dédiée. Donc, elle fait aucun bruit quand on appuie sur les boutons. Elle a la lumière, enfin deux lumières même, ce qui est un point pour moi vraiment positif. On n'est pas obligé de les utiliser, mais si on en a besoin, c'est là, donc ça c'est top. Je reviens sur la simplicité. Le mode d'emploi, franchement, il est ultra succinct. Il est qu'en anglais, mais en fait on peut s'en passer parce qu'il n'y a rien à savoir à part les boutons pour activer. Et puis de toute façon, si vous voyez que celui-ci, si quand on l'allume, ceux-là il s'allume tout de suite et ceux-là non, on reste appuyé 2 secondes dessus et puis ça s'allume. Voilà, donc vraiment facile à utiliser. Pour les gens qui aiment la simplicité, c'est pas mal parce qu'en plus, et on m'a posé la question dans un test précédent d'une autre station, c'était quelqu'un qui était électrosensible qui me demande si on peut désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi, donc on est tranquille. Aussi, ce qui est intéressant à mon sens, et qui peut vous intéresser dans des cas bien précis, ça va probablement pas toucher la plupart des gens, mais c'est que tout est en façade. Il n'y a rien, à part la ventilation derrière, mais il n'y a rien sur les côtés ni derrière. Donc si on voulait avoir la solution la plus simple, la plus rapide à mettre en œuvre, la moindre prise de tête,
par exemple la mettre presque dans un caisson, un camping-car, une caravane ou un cabanon, n'importe quoi, qu'elle ait son espace dédié et qu'on ne se prenne pas la tête. Tout ce qu'il faut, c'est laisser un peu d'espace au-dessus, surtout pour la ventilation des poignets, enfin qui se fait au niveau des poignets. Éventuellement, si on veut utiliser la charge par induction, et juste laisser un petit espace derrière pour la ventilation. Donc, il ne faut pas le coller contre quelque chose. D'ailleurs, les ventilations sont vraiment à ras, donc c'est pas comme sur d'autres stations où les ventilations sont un peu en retrait ou d'une certaine manière qu'il pourra toujours y avoir une ventilation. Là, l'entrée d'air, c'est quasiment impossible de la boucher, à moins de mettre vraiment une serviette par-dessus, par exemple. Et la sortie, par contre, il ne faudrait pas coller contre quelque chose. Mais si on veut intégrer ce genre de truc dans un caisson, eh ben, on a tout en façade. Pour recharger, eh ben, on a les 2 prises de ce côté. Donc ça peut partir discrètement vers la source d'énergie, genre panneau solaire. Et puis après, le reste, eh ben, on a juste à se brancher dessus. Et basta. L'écran, il est discret. Vous avez vu qu'il s'éteint automatiquement rapidement. Enfin, il se met en veille si on n'utilise pas. Voilà. Donc ça, c'est bien. Il n'y a aucune lumière. L'écran, il a vraiment une très très faible luminosité. Donc ça, c'est positif par rapport à ce que j'ai pu tester aussi. Et puis, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez juste la poser, l'utiliser comme onduleur, comme régulateur solaire et alimentation d'électricité, on pose, on a tout ce qu'il faut en façade. Il n'y a rien à laisser comme espace sur les côtés. Même dans les fourgons, des fois à l'arrière, on charge et puis voilà, on n'aurait pas trop la place pour aller sur les côtés. Donc le double éclairage, j'en ai parlé. Solidité, elle me semble bien aussi. Tout le tour là, il est en métal. Et puis le dessus et dessous en plastique rigide. Ça m'a l'air bien solide, bien robuste. Après, à voir, bien sûr, pas non plus la laisser tomber peut-être. Elle a quand même une bonne puissance et capacité par rapport à sa taille. Elle est relativement légère, 11,7 kg, c'est pas mal pour cette capacité. Et elle fait aussi la fonction que vous avez vue d'alimentation continue. Donc si vous l'utilisez branché au réseau pour faire tampon en cas de coupure d'électricité, tout ce que vous avez branché dessus sera alimenté sans interruption en cas de coupure de courant. Donc ça, bah pareil, c'est pas mentionné, c'est dommage, mais il le fait comme vous avez pu voir que j'ai testé. Autre point négatif concernant le panneau solaire, on a vu qu'il donnait pas du tout ce qu'il annonçait, et en le comparant à l'autre, on a pu voir que dans des conditions identiques, et il assurait pas, mais c'est un des panneaux les moins chers du marché, donc ceci explique cela. J'ai comparé tout à l'heure, en panneau pliable aussi pratique et de 100 watts à utiliser, on peut trouver moins cher en panneau rigide, mais bon, on se le trimballe pas, lui il est quand même très léger, je crois un peu plus de 4 kg, pratique à utiliser avec les connecteurs qu'il y a dedans. Après, bizarrement, il était monté à 74 et il n'est pas resté à cette puissance, je ne sais pas pourquoi. Donc, sachez-le. Je ne peux pas vous le recommander, mais on trouve difficilement moins cher. Donc voilà, à voir. J'en ai pas testé d'autres de cette catégorie de prix. J'en ai testé des plus chers qui délivraient plus. Mais aussi peu cher, j'ai pas de comparaison. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques éléments par rapport à vos recherches d'une station d'énergie. Pour moi, elle a du potentiel, c'est vraiment le prix qui est un peu trop élevé. Sinon, c'est une bonne alternative. Et si j'ai des échanges avec l'entreprise, de toute façon, ils vont sûrement voir la vidéo. Je ne sais pas s'ils la regardent en entier à chaque fois et tout. Donc, ils auront vu mes critiques. Mais s'ils améliorent les points que j'ai pu critiquer, c'est une station qui peut être vraiment intéressante. Et pour ma part, ça fait une de plus que j'ai testé, donc je peux avoir un spectre de comparaison plus grand. Je vais continuer d'en tester quand on m'en proposera, parce que ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, sans dire une autonomie totale, mais avoir quand même un peu de sécurité en termes d'approvisionnement électrique, sans pour autant passer par un groupe électrogène. Là, allez, même quand ça souffle, ça n'a quand même rien à voir avec le bruit d'un groupe électrogène. Donc, ce sont des solutions intéressantes. Il y en a pléthore, ça explose, ça va dans tous les sens, donc je ne sais pas trop comment le marché va évoluer. En attendant, je teste ce qu'on me propose, et puis j'essaie de vous en faire un retour le plus honnête possible. Sinon, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et comme je vous disais, je ferai certainement un comparatif avec des stations de taille similaire, même si des fois c'est pas évident, parce que pour certaines marques, il n'y a pas cette capacité. Voilà, ça saute enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour tous les besoins, autant des très petites légères juste pour genre une journée, un week-end, à de plus en plus poussées jusqu'à équiper une maison. Donc je crois qu'on n'est qu'au début de ce genre de produit. Allez, ciao ciao, à bientôt, au revoir.
J'ai regardé vite fait. Si on veut l'ouvrir, il faut soulever ces tampons en caoutchouc avec quelque chose de pointu ou un petit tournevis plat fin. Et là, on a 4 grosses vis qui traversent de là à là. Et je pense qu'on peut facilement accéder. Donc, si vous faites tomber trop de miettes là-dedans, ou que vous avez traversé le désert avec et qu'il faudrait peut-être la dépoussiérer un coup, c'est a priori facile à ouvrir.